Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce test du Blu-ray 4K UHD du film Titanic de James Cameron. Je précise qu'il s'agit du disque américain, la version française n'étant pour le moment pas disponible chez nous. Mais le disque français devrait être identique. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous présenter ce film ni son réalisateur, à moins d'avoir vécu dans une grotte ces dernières années, vous savez déjà tout. Avec ce film, selon moi, Cameron est au sommet de son art. Dès les premières secondes, avec la musique de James Horner, il m'embarque avec lui jusqu'au dernier plan. Et ce, à chaque fois que je revois ce film. C'est une masterclass à tout niveau. Narration, jeu d'acteur, mise en scène, photo, musique, costume, décor, souci du détail, reconstitution, utilisation des technologies, bref, la liste est très longue. Et je ne m'en lasserai jamais. Un vrai grand film catastrophe, romanesque, comme on n'en fait plus. Le film a été tourné en 35 mm avec des caméras Arriflex 35-3, des Panavision Panaflex Gold 2, et des Panavision Panaflex Platinum, avec des objectifs sphériques Panavision Primo. Et il a été finalisé en 2,39:1. Concernant cette édition, le film est proposé en Dolby Vision, HDR10, et il y a une nouvelle piste version originale en Dolby Atmos. Pour info, le disque contient aussi une VF en Dolby Digital 5.1. Sur ce disque, on a 3 commentaires, celui de James Cameron, celui des acteurs et de l'équipe, et un commentaire des historiens Don Lynch et Ken Marshall. Cette édition ne contient pas de version Blu-ray HD, mais un disque de bonus. On y trouve un nouveau documentaire Titanic à cœur ouvert, un documentaire Le Titanic en 4 parties, un nouveau documentaire Titanic la conclusion avec James Cameron, des scènes coupées introduites par James Cameron avec des commentaires optionnels, un nouveau making-of présenté par John Lando, une fiaturette, un module sur la plongée en eau profonde raconté par James Cameron, un module sur les coulisses avec toute l'équipe qui a travaillé sur le film, des vidéomatics, 4 segments sur les effets visuels, un nouveau module présenté par John Lando, le clip de Céline Dion, et des galeries d'images fixes avec le script, des storyboards, des dessins de production, des photographies, des peintures de Ken Marshall, des concept art d'affiches, et enfin, un module sur les crédits. Alors bien que très nombreux, il n'y a pas la totalité des bonus existants que l'on a pu trouver sur les différentes éditions précédentes. Il y a en effet de nombreuses fiaturettes, trailers, commentaires, et même des documentaires qui manquent à l'appel. Parlons donc de cette image, et là je vous conseille de sortir la boîte de Doliprane, parce que je vais vous coller mal à la tête. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il n'est absolument pas dans mon intention d'incriminer qui que ce soit ou de dénigrer le travail qui a été fait. J'ai un profond respect pour le travail des artistes et des personnes qui travaillent dans les laboratoires, ainsi que pour James Cameron. Il y a à peu près tout et n'importe quoi qui a été dit sur cette restauration. Les infos les plus pertinentes proviennent de Bill Hunt, un journaliste du site Digital Beats, qui a été en contact avec un membre de la société Lightstorm qui a géré cette restauration. Le négatif original a été scanné en 4K en 2012. Un digital intermédiate a été fabriqué en 2K à cette époque. Concernant les plans qui avaient été truqués numériquement, ils ont été récupérés les meilleures sources possibles issues d'interpositifs. En effet, pour les trucages à l'époque, la pellicule était scannée, on faisait des trucages numériques, puis on re-shootait sur la pellicule, et c'était ensuite intégré dans le négatif. Il n'y avait pas de post-production intégralement numérique à l'époque. Donc rien qu'au niveau photochimique, il y avait déjà plusieurs générations. Et en termes de scanners et de fichiers numériques, on n'avait pas du tout la même quantité et qualité d'information en 1997 qu'aujourd'hui. Donc de ce digital intermédiaire 2K a été fabriqué le Blu-ray de 2012 ainsi que la version 3D pour les salles. Lorsque l'on rescanne le négatif original, on récupère énormément d'informations. Ces informations sont stockées sous la forme d'un fichier logarithmique, dont on va se servir pour faire les versions SDR et HDR pour la salle et la maison. Pour cette nouvelle version de 2023, ils sont donc repartis des scans de 2012 et ont fabriqué un nouveau digital intermédiaire 4K. Et de même pour les VFX, ils ont fait en sorte de récupérer la meilleure qualité possible. Donc, contrairement à ce que l'on a pu lire, il n'y a pas eu de nouveaux scans. En effet, si je prends la version 4K de 2023 et que sur une piste au-dessus je mets la version de 2012, en faisant une différence, je vais pouvoir comparer et m'apercevoir qu'il s'agit bien de la même source. Vous voyez, si je déplace la source, on voit tout de suite la différence. En déroulant tout le film, j'ai quand même trouvé quelques plans qui n'avaient pas le même cadrage. Allez savoir pourquoi, mais en tout cas, sur plus de 95% du métrage, les deux éditions sont au pixel près identiques. Bon, à part un petit pixel de décalage sur les bords, mais ça n'a aucune incidence. Jusque là, rien d'anormal. Alors de prime abord, je dirais que l'image est très belle, la photographie de Russell Carpenter est ici magnifiquement représentée. C'est un pur plaisir de redécouvrir ce film avec ce nouveau transfert. Seulement voilà, il s'est passé quelque chose quand j'ai regardé ce plan. Une sorte d'inception qui m'a rendu dingue. Car si on part du principe qu'ils sont repartis des scans 4K de 2012, on est censé avoir plus d'informations dans l'image sur la version HDR. Comment se fait-il qu'on ait encore du bending ici, qui a l'air similaire à celui que l'on a sur le Blu-ray de 2012 ? Alors certes, le bending est un peu atténué, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. J'avoue que ça m'a intrigué, alors j'ai creusé. La première chose qui saute aux yeux sur cette édition, c'est le niveau de détail de l'image.
C'est sûr, c'est le jour et la nuit. Et contrairement à ce qui a été dit, ça n'a rien à voir avec le scan utilisé en 2012 est le même que sur cette version de 2023. A votre avis, il s'est passé quoi sur ce plan pour que l'on passe de ça à ça? Un petit tour du côté de l'intelligence artificielle. En effet, les plans VFX, qui ont perdu de la matière de par les diverses opérations qu'ils ont subies à l'époque pour leur création, en avaient bien besoin. Si je prends par exemple mon fichier HD H264, que je le jette dans Topaz, qui est une des références pour récupérer du détail en se basant sur l'intelligence artificielle, regardez ce qu'il me sort. Regardez le détail de dingue que je récupère sur les rivets. J'étais à la limite flou avant, et là je deviens aussi net que leur version 4K, en partant d'une source HD compressée. Donc oui, il y a une petite cure de jouvence, mais pas que sur les plans VFX. Si l'accentuation n'est pas systématique sur tout le film, on voit quand même que certains plans, même non truqués, y ont eu le droit. On a un niveau de détail chirurgical, c'est même limite trop. Sur tous les tests que j'ai faits, j'ai jamais observé un tel bond dans la définition. Le revers de la médaille, c'est qu'en ayant tiré ainsi sur le signal, il y a des choses qui maintenant se voient beaucoup plus qu'avant. En effet, certains éléments incrustés se voient plus. Ce qui passait pour une projection 2K à l'époque devient plus problématique quand on fait de l'accentuation de détail et de contour. Et j'ai pu voir des choses auxquelles j'avais jamais prêté attention, comme le sol qui glisse ici, la perruque de Billy Zane, ou encore les personnages en 3D qui passent le balai sans balai. Bon, je chipote, les VFX pour l'époque sont tout bonnement prodigieux et tiennent encore bien la route. Concernant l'encodage, on a un débit max à 98 Mbps et une moyenne d'environ 50 Mbps. Alors pour un film de 3 heures avec autant de pistes audio, de commentaires et une surcouche Dolby, il s'en sort plutôt bien. C'est aussi certainement ce qui explique l'absence de pistes DTS HD Master Audio. Ça fait quand même beaucoup de monde à loger sur un disque de 100 Go. Si je regarde les métadonnées du fichier HDR, je vois max full 196 nits et max CLL 283 nits. Pour du HDR, c'est quand même pas très élevé. Mais bon, après tout, pourquoi pas, ce sont des indications qui ne peuvent parfois pas refléter la réalité, et puis de toute façon, je vous dirais que le nombre de nits, on s'en fout. On va regarder ce qui se passe du côté du signal, parce que là aussi, à en croire certains tests de mes petits camarades, on nous chante les louanges du Wide Gamut et du Dolby Vision à toutes les sauces. La force est de constater qu'on a quand même pas grand chose qui dépasse le Rec 709. On va un petit peu dans le P3, mais c'est très timide. Alors moi j'ai une question à vous poser, il est où le Wide Gamut ? C'est quand même curieux pour du HDR, mais bon, là encore, je peux me planter. Je vérifie les intensités lumineuses, et comme énoncé, on va rarement au-dessus des 300 nits. Encore une fois, c'est leur film, ils étalonnent comme ils veulent, j'ai aucun souci là-dessus. Je trouve ça quand même un petit peu étrange car il y a énormément de plans avec des hautes lumières et des brillances qui pourraient donner une très grande dynamique à l'image. Mais bon, ils ont fait le choix de rester à des niveaux peu élevés, pourquoi pas. Mais là où je commence à me faire des nœuds au cerveau, c'est quel est l'intérêt de faire une couche Dolby Vision sur un volume de couleurs et des intensités de ce niveau? Je rappelle que Dolby pour le Home HDR, ce sont des métadonnées qui accompagnent le signal pour générer du taux de mapping dynamique de qualité. Pour être sûr que les intensités, si elles sont trop élevées en termes de couleur ou de luminosité, elles seront converties en fonction des caractéristiques de l'appareil compatible Dolby Vision. Mais je suis désolé, sur du Rec 709 à 300 nits, il n'y a pas besoin de faire du taux de mapping. Le rôle de Dolby Vision ici, il est quand même très limité. Alors on va arriver à ce qui me chagrine le plus. Les hautes lumières. Sur les précédents tests que j'ai réalisés, à chaque fois que le négatif original a été rescanné, on peut voir une nette différence sur la gestion des hautes lumières, et on récupère en général beaucoup plus de détails. Mais ici, si je compare le SDR et le HDR, de l'information, on n'en récupère quasiment pas. Regardez le ciel ici, c'est complètement surex. Alors ok, je veux bien, ils sont contre-jour, mais quand même, on devrait pouvoir voir plus de choses en HDR qu'en SDR. Les cheveux de rose ici, c'est surex aussi. Les lumières sur les projecteurs ici, pareil. Les cheveux de rose ici encore, pareil. Les spéculaires ici, et c'est pareil. On n'a quasiment aucune différence entre le HDR et le SDR. Et plus je compare, plus j'ai l'impression de regarder la même image. Alors reprenez un Doliprane, parce que je vais vous achever. Quand je mets ces deux images côte à côte, et que je regarde les histogrammes, ça c'est le SDR et ça c'est le HDR, il n'y a rien qui vous choque. SDR, HDR, SDR, HDR. C'est quasiment la même chose. Il y a des différences forcément parce que c'est pas le même encodage, la même taille de pixels, le même volume de couleurs, mais regardez si je tire un peu sur mon signal SDR, la différence elle devient peau de chagrin, c'est la même image, juste plus lumineuse. Alors évidemment c'est fait à la va-vite, mais si je me balade dans le film et que j'applique ce même réglage, je retombe quand même souvent sur la même chose. Je ne comprends pas ce que je regarde, ça me dépasse, il n'y a aucune logique. Bon alors sur la question du grain, rassurez-vous, ils ont préservé au mieux le grain d'origine. Alors en prenant un peu de recul, ils sont quand même limités de par la nature du film.
il y a un nombre conséquent de plans qui ont été truqués en 2K, avec certainement une grande perte d'informations par rapport au négatif original. S'ils rescannent le négatif original, pour les plans non truqués, on doit avoir une énorme différence. Ils ont donc dû faire un choix et trouver un équilibre entre les deux pour ne pas altérer le look original du film. Donc en ce sens, c'est réussi. Mais je suis quand même assez perplexe sur le rendu final. C'est en effet très beau, mais est-ce qu'on a toutes les informations que l'on peut attendre d'une restauration et d'une version HDR? J'ai quand même beaucoup plus de réserves là-dessus. Concernant l'audio, le film nous propose un nouveau mix Dolby Atmos. Le moment pour moi de vous dire que la piste est analysée par le processeur de la marque Trinov, qui est le seul outil à proposer une visualisation live des objets. Alors, qu'en est-il? Eh bien, à l'image de l'étalonnage, on va rester fidèle à ce que l'on a eu auparavant. Donc pas d'ajout d'objets dynamiques. Ils ont évidemment ajouté des canaux au plafond pour augmenter la sensation d'immersion, et ça marche très très bien. Mais ne vous attendez pas à une débauche d'objets, il n'y en a aucun. Le mix est magnifique, la musique de James Horner est sublimée, et on a de nombreux détails qui sont mis en avant. Pour être honnête, c'est vrai que je m'attendais à avoir des objets un peu de partout, je me disais que sur ce passage d'hélico ils auraient pu faire joujou, de même que sur toutes les scènes de jaillissement d'eau. Mais bon, je comprends aussi très bien le fait de ne pas vouloir dénaturer le travail d'origine, et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'ils ont fait avec l'étalonnage. L'Atmos apporte une sensation d'enveloppement, mais cela reste assez discret sur une bonne partie du film, jusqu'au moment du naufrage. Et là, votre caisson de basse va se réveiller, et croyez-moi, il va être mis à contribution, surtout dans ce passage où le navire se brise et sombre. Alors, quant à notre piste VF Dolby Digital 5.1, elle est bien timide à côté de l'Atmos. Alors le bilan. Avec tout ce que j'avais lu et vu, je m'attendais vraiment pas à ça. Oui, c'est beau, c'est mieux encodé, l'image est très belle et très détaillée, voire trop. Et compte tenu de la nature du film et de ses éléments, je pense qu'il était certainement compliqué de faire autre chose, mais j'ai quand même la sensation d'être en présence d'une version un peu hybride sous les yeux, et je reste un peu sur ma faim. Alors, est-ce que c'est la restauration ultime, comme tout le monde le prétend? Oui, tant qu'on met pas son nez dedans. Et là aussi, je vais mettre une grosse réserve sur mon analyse. On s'en fout en fait. Je décortique et je chasse la carrière à l'élastique, mais à l'arrivée ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, cela ne doit pas vous priver du plaisir de découvrir cette nouvelle édition. J'essaie juste d'apporter un autre regard. Et peut-être que je fais totalement fausse route. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que James Cameron a voulu nous partager son œuvre. C'est sa vision, donc ça se respecte. Et cela ne m'a absolument pas empêché de verser ma larme en regardant cette nouvelle version. Donc mission accomplie James, le reste, on s'en tape. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous, bye.